Alors guys, aujourd'hui nous allons essayer d'apporter des solutions sur notre attaque, nous allons nous pencher dessus, nous allons également revenir sur les bons côtés de la pré-saison, revenir finalement sur l'interview de Mr. Anthony Ballon d'Or 2025, c'est pour bientôt, et enfin, comme d'habitude, vous le savez, dans une autre vidéo, l'actualité du club. Petit rappel, l'an dernier, nous avons fini à la 8e place. Il y a un bon vieux dicton qui dit qu'il n'y a jamais, au grand jamais de hasard, tout arrive pour une raison. Le classement de la Ligue ne ment jamais, quelque part, donc nous avons certainement mérité notre 8e place. Alors certes, il y a eu pas mal de facteurs, notamment les blessures, la défense qui était décimée, les tinky-winky que nous avions et que nous allons encore avoir, mais aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur l'attaque. Car il faut le rappeler, nous avons fini uniquement avec 57 buts. 57 buts pour un club du standing de Manchester United, c'est beaucoup trop bas. 57e but. Nous avons fini 8e en termes de classement général, mais nous avons fini 10e sur le classement de nombre de buts marqués. Alors, je peux comprendre que Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham soient devant nous dans cet exercice, mais de là à finir 10e, c'est que clairement, il y a un problème. Je vais vous donner une deuxième statistique. Le joueur qui s'est procuré le plus d'occasions l'année dernière, c'est Darwin Núñez. Il a avoisiné en moyenne 4 occasions par match. Darwin Núñez. En numéro 2, c'est Mohamed Salah avec une moyenne environ de 3,7. C'est-à-dire que Liverpool comptabilise dans son équipe 2 joueurs qui ont à peu près à eux deux juste 7,8 occasions en moyenne par match. Saviez-vous à quelle position est Rasmus? 56e. Je répète, Darwin Núñez est à 4, Mohamed Salah est à 3,7, 3,8. Rasmus est à la 56e place avec une moyenne de 1,7 occasions par match. Donc c'est-à-dire qu'il n'a même pas 2 occasions et il y en a qui vont venir nous dire qu'il n'est pas bon. Il est très mauvais, 1,7 occasions par match. C'est beaucoup trop bas. Ce qui nous manque en réalité, c'est la prise de décision. Certes, il y a beaucoup de carences dans la technique, mais surtout la prise de décision. Qu'est-ce que je fais du ballon? Qu'est-ce que je fais du ballon? Quand on arrive, on voit des joueurs qui arrivent foup, alors qu'il y a 4, 5, 6, 7 joueurs, il y a des murs devant eux, mais ils pensent qu'ils sont Schwarzenegger, ils vont transpercer le mur, ils vont aller marquer. Il y a un problème quelque part. Ça, c'est du coaching. Donc je pense que normalement, la saison elle commence demain, nous avons Ruud van Nistelrooy qui est là. Je pense que ce sont les premiers aspects dans lesquels ils vont se pencher. Prise de décision. Rasmus, 56. Avec une occasion, il y a une moyenne de 1,7 occasions par match. Cela signifie que clairement, les joueurs qui sont autour de lui, y compris Bruno Fernandes, je suis désolé de le dire, mais je le dis quand même, y compris Bruno Fernandes, ne l'alimentent pas. Alors la première chose donc qu'il va falloir régler, c'est mieux alimenter Rasmus. Rappelons encore une fois que Ruud van Nistelrooy a fini avec des buts vraiment énormissimes les 2 premières saisons. C'était juste incroyable. Pourquoi? Parce qu'il avait des joueurs qui le servaient. Donc pour moi, la première chose qu'il doit mettre en place, c'est tirer un peu les oreilles d'Anthony, de Rashford, de Garnacho, d'Amad Diallo, en tout cas de tout ce qui est ailier, et même de Bruno Fernandes. Parce que Bruno Fernandes, oui, il sert beaucoup Rashford, mais on l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas une belle connexion entre lui et Rasmus. Pas du tout. En termes de buts de tête, nous avons marqué uniquement 8 buts de la tête. 8. Et nous sommes classés, tenez-vous bien, 16e dans cet exercice. Sur un classement de 20, nous sommes 16e. Nous avons marqué 8 buts uniquement de la tête. Quand on dit de la tête, c'est pas forcément sur coup de pied arrêté. Ça veut dire coup de pied arrêté, centre, dans le jeu, tout ça. But de la tête, nous avons marqué que 8 buts de la tête et nous avons fini donc 16e dans cet exercice. Là encore, c'est un aspect que nous devons évoluer. Parce qu'aujourd'hui, normalement, encore une fois, ce que Giggs faisait, il a eu, je crois, si ma mémoire est bonne, environ 171 passes décisives, c'est que Giggs, il débordait, il centrait. Nos ailiers, Giggs et Beckham, en tout cas, la belle épopée de Manchester United, ils étaient là pour servir l'attaquant. C'est la raison pour laquelle nous avons des Solskjaer, bien qu'ils soient remplaçants, marquaient quand même beaucoup de buts. Nous avions des
des York, des Cole qui marquaient beaucoup de buts parce qu'ils étaient alimentés. Donc en termes de centre, la dernière fois je l'avais dit mais je vais le répéter, nous avons fini donc l'année 14e en termes de centre. J'ai oublié le nombre de centres que nous avons effectués, mais 14e en termes de centres réalisés l'année dernière sur un classement de 20. C'est encore une fois très peu insuffisant. 8 buts uniquement de la tête, il va falloir progresser. Maintenant, encore une fois, peut-être que nous n'avons pas beaucoup de grands joueurs, mais le problème aussi, c'est que nous passons surtout notre temps à tirer plutôt que de centrer, ou alors à donner des caviars à celui qui est à côté de moi. 8 buts de la tête, c'est quelque chose quand même que nous pourrons normalement améliorer rapidement. Ensuite, en termes de frappe lointaine, encore une fois, nous finissons 16e dans le classement, avec 6 buts marqués. C'est-à-dire que là, avant, rappelez-vous bien, sur un corner, on avait toujours Paul Scholes positionné à l'entrée de la surface de la réparation. Il était toujours là. Quand la balle elle revenait, il te la claquait. Bam! Il y a 2 buts dont je m'en souviens encore et encore, mais franchement, je peux pas m'en lasser. C'est un but qui marque, je crois, contre Middlesbrough. Encore une fois, c'est un corner, la balle elle revient, elle ne touche même pas le sol, il la tape direct. Bam! Le deuxième, je crois que c'était contre, je sais plus, Aston Villa, je crois. Je crois que c'est Aston Villa. Mais nous n'avons donc pas assez de frappeurs de loin. Maintenant, vous allez me dire Bruno Fernandes, oui. Bruno Fernandes, c'est quand même un bon tireur de loin. Mais c'est pas assez. Et je trouve que Bruno Fernandes, sur une moyenne de 20 frappes, il y en a peut-être vraiment, la vérité, j'ai pas les statistiques, mais peut-être 2. Un dixième en tout cas qui est vraiment cadré. La plupart de ces frappes, c'est... Voilà. Donc, troisième point qu'il va falloir régler, ce sont les frappes de loin. C'est vraiment peu commode qu'un club du standing de Manchester United finisse à la 16e position en termes de frappe de loin, alors qu'avant on marquait beaucoup plus que ça. Et ensuite, quatrième point, hors-jeu. Hors-jeu, nous sommes deuxième, c'est-à-dire l'équipe qui a été le plus hors-jeu, derrière Liverpool, avec 91 hors-jeu sur l'ensemble de la saison, alors que Liverpool en a 100. Bref, qu'est-ce que cela signifie le hors-jeu? Cela signifie que les attaquants, ou peut-être même le 10, en tout cas les joueurs de devant, parfois ont tendance à traîner le pas. C'est-à-dire, au lieu de vite se mettre dans le rang, de se replacer, ils ont tendance à se mettre en mode mannequin, je vais marcher tranquille, pépère. Non, ça c'est quelque chose quand même qu'il faut rectifier. Deuxième, c'est pas beau. En termes de hors-jeu, c'est-à-dire que les équipes savent que justement, si nous montons un peu, lui il sera hors-jeu et derrière, on récupère le ballon tranquille. Donc quatrième point qu'il va falloir régler, l'attitude des joueurs. Chacun doit vite se remettre en ligne, en jeu justement, pour éviter que nous soyons hors jeu. Cinquième point, les contre-attaques. Nous sommes encore une fois, nous avons fini 12e dans cet exercice avec uniquement 3 contre-attaques marquées. 3. C'est-à-dire que normalement justement, si on suit les consignes, le but, le plan de jeu de Ten Hag, c'est vraiment aller presser haut, aller étouffer l'adversaire pour aller récupérer, il appelle ça presse et contre-presse, pour aller récupérer la balle justement soit dans leur moitié de terrain, récupérer la balle et aller dans une contre-attaque rapidement. Mais là encore une fois, 12e dans cet exercice, c'est encore trop faible. Ça veut dire, donc ça fait 5 points que l'on peut corriger, c'est juste du coaching. Pas besoin de technique, pas besoin de... Après oui, sur les centres, je suis d'accord. Sur les centres, il va falloir trouver des joueurs qui sont bons dans les centres. C'est clair que si vous avez des Bissaka, si vous avez des... Hamas, guys, regardez le centre qu'il fait c'était contre qui déjà? C'était contre Betty. Ouais, le centre qu'il fait à Ahmad Diallo, ça c'est un centre que Bissaka malheureusement ne pourra jamais faire. Donc c'est vrai que oui, nous n'avons pas beaucoup de technique dans cette attitude, mais en tout cas la prise de décision c'est quand même quelque chose qu'on peut corriger rapidement. Néanmoins, il y a quand même certains aspects positifs qu'il va falloir mentionner. L'année dernière, si vous vous souvenez bien, nous avions une équipe scindée en 3. On avait la ligne offensive, on avait Casemiro et enfin la ligne défensive. La ligne offensive était composée de 6 joueurs, généralement des 2 milieux offensifs, de l'attaquant, des 2 ailiers et systématiquement d'un latéral. Ensuite, on avait Casemiro et enfin, nous avions donc les 3 derniers, c'est-à-dire les 2 centraux et le latéral. Sur une passe, on arrivait à éliminer les 6 joueurs. Une seule passe. Pas besoin vraiment de se compliquer la tâche. Sur une seule passe, on arrivait systématiquement à éliminer notre ligne offensive. Ensuite, on avait Casemiro qui était souvent esselé
et qui n'avait pas les jambes pour pouvoir parcourir la largeur du terrain. Une autre passe, il était également éliminé. Et donc, généralement, on se retrouvait face à face à nos défenseurs, qui étaient donc 2 centraux et un latéral. On a concédé quand même, mine de rien, plus de 600 tirs l'année dernière. Une moyenne d'environ entre 20 et 30 tirs par match. C'est quand même vraiment conséquent. 30, 20 et 30 tirs, c'est beaucoup. Cette saison, pendant la pré-saison en tout cas, on a vu qu'il y a eu une nette amélioration. On tourne aux alentours de 12 tirs en moyenne concédés. Donc on voit que là, ça, c'est quelque chose quand même qui a été gommé. On voit une structure défensive, on voit une équipe qui défend en bloc, qui resserre les espaces, donc qui limite les espaces pour l'adversaire. Et donc du coup, l'adversaire est parfois obligé de jouer long. On l'a vu contre Betis, on l'a vu contre Arsenal, on l'a vu contre Liverpool, du moins en première mi-temps, en deuxième mi-temps, voilà. Mais sincèrement, ça c'est quand même un point que je voulais souligner. Le fait que derrière, il y a beaucoup moins d'espace, cela signifie que nous allons concéder beaucoup moins de buts. Là, le seul petit bémol, c'est que nous traînons encore, Evans, Maguire et Lindelof. Tant qu'on aura ces joueurs-là qui ne pourront pas couvrir dans le cas où il y aura une contre-attaque, on ne sera pas sincèrement mentalement à l'aise. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Également, quand on regarde la structure même offensive, on voit qu'il y a eu parfois des changements. On voit parfois les 2 latéraux qui rentrent pour venir donner leur soutien à Casemiro. Conclusion, cela libère des espaces aux ailiers. Donc les ailiers Ahmad et Rashford redescendent. Et généralement, si Onana ne se trompe pas, il trouve facilement l'un des 2 ailiers. Pendant que justement, quand les latéraux rentrent au milieu de terrain, que ce soit Hamas ou Bissaka, ils viennent donner leur soutien à Casemiro. Cela renforce la cohésion de l'équipe et derrière cela libère de l'espace parce que les joueurs qui les suivent sont obligés également de rentrer. Et là du coup il y a quand même un boulevard entre Onana et Rashford ou alors entre Onana et Ahmad. On a vu ça plusieurs fois où Onana nous faisait des passes vers Rashford. D'ailleurs si vous regardez le but que Rasmus met, c'est Onana qui fait la passe à Rashford justement parce que Hamas est rentré au milieu de terrain, donc il a libéré de l'espace, ce qui fait que Rashford descend, il récupère le ballon et il lance derrière Højlund. Arsenal qui a été vraiment absorbé et derrière, ça a été un boulevard pour Højlund. Donc franchement, il y a quand même, mine de rien, certains aspects qui ont été corrigés, qui ont été rectifiés. Et donc j'espère que normalement, on va poursuivre cet effort. Rappelons également que ça, nous avons commencé à le voir contre Newcastle, contre Arsenal, contre Brighton et contre City en finale. Donc c'est déjà quelque chose que Ten Hag avait déjà innové. Et aujourd'hui, donc, nous allons continuer cet aspect-là. Défensivement, l'année dernière, on avait concédé beaucoup trop d'occasions. On est là en train de taper sur Onana. C'est vrai que oui, il fait le malin. Mais guys, sincèrement, pour une équipe du standing de Manchester United, venir concéder 600 tirs, c'est quand même énorme. 12 tirs, voilà. On se dit que normalement, 600 tirs, entre 20, même Brentford, le match où on a fait 1 partout contre Brentford, ils ont eu plus de 600, waouh. Ils ont eu 25 occasions ce match-là. 25 occasions à Brentford. Toutes les équipes, pendant ce timing-là, toutes les équipes qu'on rencontrait, systématiquement, on avait 25-30 occasions concédées. Et Ten Hag qui est arrivé en conférence de presse pour nous dire ça me dérange pas. Tant qu'on ne concède pas les buts, c'est pas grave. En tout cas, ça, faut quand même le souligner, ça a été rectifié. Maintenant, je ne sais pas, il y a des sources qui disent que cela vient de Wilcox. En tout cas, ça a été proposé à Ten Hag. Mais voilà, il faut souligner quand même que c'est depuis le match contre Arsenal qu'on a commencé à voir une différence. Donc ça quand même, mine de rien, guys, on est là à critiquer, mais là, on aimerait bien aussi voir ce genre de choses. Et vraiment, guys, demain, Manchester City, il faut qu'on les batte. Il faut qu'on les batte, vous savez pourquoi? Parce que cette équipe, elle marche avec la confiance. Elle marche avec la confiance. C'est-à-dire que si nous avions continué notre saison à la suite du match contre City, à la fin, où on avait gagné 2-0, je pense que derrière, on allait enchaîner les victoires. Parce que cette équipe, elle a besoin de confiance, elle a besoin de marquer le coup. Donc, pourquoi est-ce que ce match de demain, il est capital? C'est pour la confiance. C'est vrai que c'est pour la charité. Pour ceux qui ne le savent pas, donc le Community Shield, toutes les recettes qui vont générer, généralement, c'est pour la charité. Donc, tant mieux. C'est pour les bonnes œuvres. Mais pour la confiance, nous avons besoin de gagner ce match. C'est-à-dire que si on perd, l'énergie alentour de l'équipe, même ici, nous fans, ici, on sera encore down.
on va être pessimiste, sceptique pour le match de Fulham et derrière, bon ben les joueurs, ça va, voilà, on a besoin demain de gagner. En rappelant que Guardiola, j'ai pas regardé la conférence de presse, mais j'ai vu en tout cas cette ligne qu'apparemment Foden sera pas là, Walker, donc ce sont des Anglais qui ont été jouer la finale, ils viennent de récupérer. Foden, Walker, Rodri, pour moi le joueur qui m'intéresse dedans c'est Rodri et je pense que c'est le joueur le plus vraiment capital pour City. Rodri sera pas là et le dernier c'est John Stones. Donc voilà, 4 joueurs qui seront absents. On va avoir probablement Grealish qui va vouloir se racheter. On a un duel entre Grealish et Rashford qui vont tous les deux vouloir se racheter. On vient de nommer un nouveau manager avec les Trois Lions. Je pense que quelque part ils attendent Guardiola. Les Trois Lions veulent Guardiola l'année prochaine, son contrat va expirer. Donc là ils mettent un manager intérimaire, je pense juste pour cette saison. Et donc voilà, là maintenant les cartes sont redistribuées et donc je crois que derrière il va falloir aller se battre derrière pour aller justement gagner une place. Donc je pense qu'on va avoir un duel de loin entre Rashford et Grealish. Rashford qu'il faut mentionner honnêtement, on l'a beaucoup critiqué, mais le Rashford que j'ai vu pendant la pré-saison, ça va peut-être vous étonner, il n'a pas marqué de but, enfin il a marqué un penalty, mais il n'a pas marqué de but, mais ce Rashford là me plaît plus que le Rashford qui a marqué 30 buts. Pourquoi ? Parce que je ne me penche pas uniquement sur les statistiques. Donc, guys, voici les plans. Il va falloir gagner demain, au-delà d'un match, encore une fois, de pré-saison, surtout pour la confiance. Si on gagne demain, on va exploser Fulham. Si on perd, l'énergie sera mauvaise, elle sera négative, et derrière, on va encore faire down. Nous ouvrons le bal contre Fulham. Il est hors de question de se planter. Il en est hors de question. Pour cette troisième partie, vous l'avez remarqué, j'ai pris le soin de mettre mes lunettes justement parce que j'ai envie proprement de décortiquer l'interview de Monsieur Anthony et j'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit. Alors, Monsieur Anthony nous dit tout d'abord, je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même et j'estime que l'année dernière n'a pas été une grande saison. Masterclass. Il l'a deviné tout seul. Il est trop fort. Franchement, magnifique. Voilà, ça c'est question pour un champion. Magnifique. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand il dit beaucoup de choses se sont passées pendant la saison. J'ai dû jouer latéral gauche. Mais c'est un poste auquel je ne suis pas habitué, donc forcément, cela a eu des répercussions. J'ai dû jouer latéral gauche. Il a joué 2 matchs. 2 matchs. Et si on se rappelle bien, la tête qu'il nous a fait contre Liverpool quand Ten Hag lui a dit « va jouer latéral », en gros, mais qu'est-ce que tu racontes ? Vous êtes nombreux à me le souligner en commentaire. Et je suis totalement d'accord avec vous. Vous êtes nombreux à me dire « pourquoi pas ne pas essayer Anthony en tant que latéral gauche ?» Et je suis encore une fois parfaitement d'accord avec vous. Le seul petit hic, c'est quoi ? C'est que ce gars, il est beaucoup trop arrogant. Beaucoup trop arrogant, abuse de sa personne pour pouvoir venir se remettre en question et se mettre latéral. Franchement, en tant que latéral, il n'est pas mauvais. Il est hargneux, teigneux, c'est quelqu'un qui va aller chercher le ballon. Il peut nous faire le Valencia. Sauf que Valencia, guys, il était humble. Lui, je ne pense pas qu'il voit ça comme ça. Hein. La tête qu'il avait fait quand Ten Hag lui a dit « tu vas jouer latéral gauche », en gros, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est quoi ça ? Genre, je suis surpris. Apparemment, il a fait même 2 fois. La deuxième fois, Ten Hag lui a fait passer un savon, il lui a dit « écoute, tu joues où je veux que tu joues. Tu comprends ?» Donc il dit beaucoup de choses se sont passées. J'ai dû jouer donc latéral gauche. Ça n'a pas été facile. Mais parce que tu sais que l'équipe était en train de... Écoutez bien ce qu'il dit. L'équipe était en train de perdre et de perdre beaucoup de matchs. De perdre beaucoup de matchs et de faire beaucoup de nuls. Je voulais apporter mon apport offensif. Quel apport ? Dis-moi, quel apport ? Le mec, non mais franchement, le gars il vit dans une autre planète. Je suis déçu parce que j'ai dû jouer latéral gauche, parce que, en gros c'est pas de ma faute, parce que l'équipe perdait beaucoup et il y avait beaucoup de matchs nuls, je voulais surtout venir apporter mon apport en attaque. Et ça m'a fait mal. Donc je ne comprenais pas. Ensuite il est revenu donc, sur Ten Hag en disant que c'était un excellent coach. Mais il y a une autre partie qui me fait rire, c'est quand il nous dit j'ai toujours un petit papier avec moi. J'ai toujours un petit papier avec moi, je suis quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'objectifs. Et j'ai toujours un petit papier avec moi et j'écris les choses que je dois corriger. Ben dis donc, en 2 ans, qu'est-ce que tu as corrigé ? Il y a quand même un moment où on l'a célébré. Ce but qu'il nous marque contre le Barça, il était phénoménal. Exceptionnel, sincèrement. Dans le tempo, dans l'adrénaline, c'était un but, voilà. Mais, en dehors de ce but, le mec il a mis des buts, hein, ses 3 premiers buts, oui, on était contents contre Arsenal, mais derrière, en termes de sensations,
Franchement, il dit que ouais, je suis quelqu'un qui se remet en question. J'ai un petit papier, donc chaque fois je note tout ce que je fais. Je dis, après il rajoute quand même quelque chose d'important. Je viens de le commencer. Donc j'ai commencé ça récemment. Mais maintenant, ben, quand j'ai quelque chose, je me le note. C'est pas une question de note, guys. C'est une question de répétition. Tu te notes le fait que chaque fois tu arrives, tu fais ton petit rapporteur et tu frappes à chaque fois, tu cadres jamais. Ça, tu le notes, ça. Il fait ça tout le temps. Et puis il fait excuse-moi, man, miskin, excuse, c'est pas lui, mec. Non, mais honnêtement, franchement, je prends le soin de noter. Mais voilà, donc aujourd'hui, je les laisse à la maison, mes petits papiers. Et quand je rentre, je regarde si. Il n'y a rien qui change, mon frère. À part ton spin, là, il n'y a rien qui change. Franchement, je demande à ma femme de m'envoyer une photo, voilà. Il demande à sa femme, c'est-à-dire que les papiers qu'il écrit, il les laisse à la maison. Et parfois, ben, comme il est con, enfin, désolé du terme, excusez-moi, mais parfois il oublie, il demande à sa femme de prendre une photo de ces photos-là et de lui envoyer. Parce qu'il a oublié ce qu'il a écrit. Donc sa femme doit être dans l'obligation de prendre la photo de ces petits papiers et de lui envoyer ça par message. Mais pourquoi je laisse à la maison alors dans ce cas? Oh, mais franchement, gars, honnêtement, il a souligné l'importance de Ten Hag. Ten Hag était un bon coach. Ten Hag était vraiment quelqu'un sur qui il peut compter. Mais voilà, il dit, je vais lire la dernière phrase. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai notées là-dessus. Combien de tirs j'ai eu, combien de tirs je devrais avoir. Regardez ce gars. Donc c'est-à-dire il est focalisé sur le nombre de tirs. C'est-à-dire que chaque match qu'il fait, il se demande combien de tirs j'ai eu. C'est pas ça la solution, mon gars. Donner pour recevoir. Vous connaissez ce terme? Donner pour recevoir. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes de ton temps, tu reçois. Tu donnes de ton argent, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. C'est une loi universelle. Tu donnes, tu reçois. Conclusion sur le terrain, tu prends l'aspect altruiste, c'est-à-dire tu fais la passe dans le même match ou dans un autre match, quelqu'un va te le redonner. Il dit I can't lose the ball. Je ne peux pas me permettre de perdre le ballon. Oh là 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 là. Le nombre de fois où il est parti danser là, en mode ta Macarena et il arrive. Oh mais oh là là là. Je ne peux pas me permettre de perdre le ballon. J'ai besoin de marquer, d'avoir des passes décisives, de dribbler et faire vraiment performer défensivement. Et je dois faire beaucoup d'efforts sur mon pied droit. Parce que visiblement on sait tous que tu n'as qu'un pied gauche. Si je dois atteindre mes objectifs. Mais ce mec c'est un génie, les mecs. La phrase qui me fait rire honnêtement c'est parce qu'on m'a demandé de jouer latéral, ça m'a un peu perturbé. Il a joué 2 matchs. C'est quoi le deuxième, guys, déjà? Le premier c'était contre Liverpool en FA Cup. Le deuxième c'était lequel? Il a joué 2 matchs. Ça l'a perturbé. Oh mais franchement, ce genre de gars, je les déteste. Vous savez pourquoi? Parce qu'en termes de remise en question, c'est le néant. En gros, il ne l'a pas dit concrètement, mais ce que ça veut dire, c'est que j'ai joué latéral, cela a perturbé mon jeu. Et il souligne, cette phrase, pour moi, elle est magnifique, le fait que l'équipe a perdu beaucoup de matchs, a fait beaucoup de nuls, et j'avais besoin, moi, intérieurement, d'apporter, de contribuer offensivement. Mais contribuer sur quoi? En fait, remise en question, guys, honnêtement, cette interview-là, elle est masterclass. Elle est masterclass parce qu'en fait, pourquoi les interviews sont importantes? C'est parce que derrière, on apprend beaucoup sur la personne. Et à partir du moment où ce genre de personne te vient et te dit, ça avait bien commencé au début, en te disant, j'ai fait une mal saison, on se dit, bon, bah, peut-être que là, il fait une remise en question, ok. Mais qui rajoute derrière, j'ai dû jouer latéral, cela a perturbé, et là, j'ai perdu le fil. Ça, pour moi, c'est carton rouge. Ça veut dire que le mec, il considère donc qu'en gros, il a fait une mauvaise saison parce que derrière, il a joué parfois latéral gauche. Et latéral gauche, il a joué 2 matchs, hein. C'est 2. C'est pas... Il en a joué 2. Un contre Liverpool et un deuxième en première ligue, je crois. Où il a joué latéral gauche. Voire 3, maximum. En tout cas, vous n'allez pas me dire qu'il a passé sa saison en latéral. Donc, guys, beaucoup, vous êtes nombreux à me dire que pourquoi pas ne pas l'essayer latéral. Je suis d'accord avec vous, encore une fois, je suis d'accord avec vous. Mais, comment expliquer le fait que ce mec ne se remette pas en question et ce mec soit arrogant, il ne va jamais vouloir se mettre en tant que latéral. Valencia n'a pas eu ce problème. Il a pris le numéro 7, il a vu que c'était un maillot qui était trop fort pour lui, trop lourd pour lui, il a déposé. Si jamais Anthony récupère le 7, je vous jure qu'il ne va jamais le déposer. Parce que dans sa tête, en fait c'est ça, c'est qu'il y a un monde parallèle. C'est-à-dire qu'il y a une dualité entre la réalité et la vision. C'est-à-dire que ces joueurs-là, il n'y a pas que lui, il y a Maguire,
Tous ces joueurs, Maguire pour lui, c'est le meilleur défenseur du monde. Anthony pour lui, c'est le meilleur. Il pense qu'en gros, je suis tellement bon que je n'ai pas le droit d'aller latéral. Ça, c'est Anthony, ça. Ça, c'est du. Guys, sincèrement, c'est au-delà de la technique. Vous voyez, avant d'aller récupérer un joueur, regarde aussi son état d'esprit. C'est dans le recrutement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez rajouter quelqu'un dans votre équipe, avant, même s'il est compétent, même s'il est excellent dans ses stats, avant de le faire venir, regarde d'abord sa mentalité. Et ce genre de joueur qui refuse de se remettre en question, la remise en question, c'est la chose la plus importante. Ce genre de personne qui refuse de se remettre en question, je suis désolé, on va encore se récolter encore. Et il n'y a aucune rumeur sur lui. Sincèrement, je voulais prendre mes lunettes pour décortiquer son interview et je me dis sincèrement, ce mec-là, il se fout royalement de nous. Réellement, littéralement parlant. Sincèrement. Bon, guys, merci d'être venus jusqu'ici.